Alors, comme vous savez, il y a à chaque fois une citation dans mes cours, pour ceux qui n'étaient pas là. Celle d'aujourd'hui est une citation de David Lynch, le grand, très grand cinéaste pour lequel j'ai une très grande affection et intérêt formel. J'ai trouvé cette petite phrase l'autre jour dans un journal assez populaire où il avait donné une interview. Et je me suis dit, mais ma foi, c'est bien de cela dont il s'agit lorsque moi-même je m'attable à la question de l'opéra. J'écris une scène, je la tourne, il peut s'écouler un certain temps avant qu'une nouvelle idée surgisse, et je ne sais pas comment elle va se relier à la première, mais je ne m'en inquiète pas. Tous mes films viennent de cette façon, par fragments, et plus les fragments s'accumulent, plus le film se révèle. Alors, comme je vous le disais, nous allons parler d'opéra, et lorsque l'on parle d'opéra, il faut bien se résoudre à moins parler de musique. On ne parle pas toujours de musique à l'opéra. Enfin, au risque de choquer quelques amoureux, ce n'est pas si nécessaire que ça. Nous le croyons, nous disons « Ah, la musique ». Mais au fond, ce n'est pas la seule question de l'opéra, la musique. Et pourtant, sans musique, il n'y a pas d'opéra. Vous voyez, c'est encore un paradoxe. À l'opéra, on parle du livret, de ce qu'il dit, et même de ce qu'il ne dit pas, et même s'il ne dit rien. On parle de la scène, des chanteurs, ou plus exactement des voix. On dit « Ah, ça c'est une voix, ça ». À l'opéra, on dit aussi « Ah, quelle mise en scène, vous avez vu le décor ?» et « Ah, ces lumières », etc. À l'opéra, on sait bien qu'il y a de la musique, mais on peut dire d'une soirée à l'opéra qu'elle est ratée, même s'il s'agit d'une œuvre majeure du répertoire, juste parce que la scène était moche, ou les chanteurs pas aussi bons qu'on aurait aimé les entendre. Alors on sait bien que même si la musique est belle, ce n'est pas toujours de musique dont il est question à l'opéra. C'est parce que l'opéra, il faut que tout traverse ensemble. On dit c'est un tout, cela veut dire que tout soit ensemble au même moment, et il importe peu de savoir qu'il est bien difficile d'avoir tout ensemble au même moment, parce qu'on sait bien que c'est impossible. Mais heureusement, à l'opéra, personne n'est jamais d'accord au même moment. Et si ça l'est, c'est assez louche. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme ça, à l'opéra. Alors on fait comment ? Dans mon dernier cours, j'ai tenté de poser la question du pourquoi. Évidemment, je n'ai pas répondu, parce qu'on ne peut pas vraiment répondre à une question qui relève surtout du désir de faire. Cela veut dire, voilà, on le fait, et on fait un opéra. En ce qui me concerne, j'ai beaucoup changé d'avis sur cette question du désir de faire. Au début, avec Roméo et Juliette, mon premier opéra, il y avait juste des questions connexes à l'intendance, si je puis dire. Résoudre différents problèmes relatifs à la mise en son du texte, ou comment montrer ce qui était impossible à montrer, parce que, justement, ce qu'on voulait montrer avec Olivier Cadiot, qui était donc l'écrivain de Roméo, n'est pas ce qu'on voit généralement, ce qu'on montre généralement à l'opéra. Mon premier opéra fut donc Roméo et Juliette. J'ai abordé les caractéristiques littéraires de cette première expérience lyrique lors de ce dernier cours, où j'ai expliqué également que Roméo et Juliette n'avaient que très peu à voir avec Roméo et Juliette. Certains doivent s'en souvenir. En effet, Roméo et Juliette était surtout un projet littéraire. La poésie d'Olivier Cadiot représenta pour moi une fantastique machine à inventer de la musique, tant les textes proposés portaient en eux leur possibilité d'expression musicale. C'était une histoire, une autre histoire, et pas d'histoire. Le véritable sujet de cet opéra, c'était comment faire un opéra. Comment faire pour concilier cette histoire du texte et de la musique. C'était une crise mise en scène entre le texte et la musique. Ce qui faisait avancer la machine de Roméo et Juliette, c'était ça. L'obscure et improbable promiscuité du son parlé et du son chanté. Un vrai casse-tête. Avec Olivier, on a donc fait un opéra là-dessus.
Mais je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit lors de mon dernier cours. Comme vous le savez, c'est la caractéristique du Collège de France. On ne revient jamais sur ce qu'on a dit. En revanche, j'aimerais poursuivre en vous faisant part de quelques indications de procédure concernant le placement des chanteurs sur la scène, ou plus exactement ma scène. Parce que cette scène-là, c'était ma scène, pas celle d'un écrivain et encore moins celle d'un metteur en scène. C'est-à-dire comment une partition se conçoit au plan de la musique par une improbable et imaginaire disposition scénographique. Cette façon de construire l'agencement des déplacements de chanteurs au cours de la rédaction musicale trouvera une application plus spécifique dans mon troisième opéra To Be Sung. Nous le verrons tout à l'heure. Ainsi, écrire de la musique pour un opéra suggère toujours une représentation de l'espace, comme une prévisualisation de la scène. C'est dans cet espace rêvé avant que l'imagination musicale se déploie et se précise par l'écriture. Cet espace de réalisation réelle, fantasmé, est le lieu de la scène sonore, celle du compositeur. Cette scène-là n'appartient qu'à lui. Mon idée, et vous allez le voir sur la base de quelques documents que je vais vous montrer, était de pouvoir communiquer ces documents au metteur en scène et inventer ensemble la scène. Mais à l'époque, ce ne fut guère possible, et ce ne fut même pas possible du tout. L'histoire de la mise en scène de Roméo et Juliette est à la vérité un véritable soap opera. Je crois bien avoir usé 4 ou 5 metteurs en scène, à chaque fois évincés, soit par moi, soit par eux-mêmes. Je pourrais dire aussi que la force de proposition des institutions sur cette question était très faible à la fin des années 80, tant le monde du théâtre ne semblait capable que de s'occuper, à juste raison du reste, que de théâtre. Il faut dire que mettre en scène un opéra d'un compositeur vivant, ou plus exactement pas mort, paraissait plus problématique qu'aujourd'hui. J'aime beaucoup cette expression de compositeur pas mort. Elle est bien, non? Il y a les morts et il y a les pas morts. Mais je pense qu'en 15 ou 20 ans de larges progrès ont été réalisés au sein de la profession théâtrale et les compositeurs semblent moins écartés du débat qu'ils ne l'étaient à la fin des années 80, qui, il faut le rappeler, vivaient la gloire intouchée des metteurs en scène. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Alors je vais vous montrer quelques documents à présent que j'ai retrouvés dans mes cartons pour vous et qui sont assez émouvants pour moi, même si, à la vérité, ils sont assez maigres. J'en avais énormément, j'en ai choisi quelques-uns pour que vous compreniez de quelle façon, et je ne traiterai que de cette question, puisqu'on n'entendra pas d'extrait de Roméo aujourd'hui, on en a entendu à mon dernier cours, comment cette scène qu'est la partition s'intègre et s'agglomère dans la question de la représentation. Premier problème, déjà mon image a disparu. Ah voilà, il me demande mon code. Ah oui, attendez, là, Thierry, il faudra m'enlever mon code. Voilà, première question très simple. Ça se passe où? Alors, vous voyez, ça se passe sur une scène. Alors ici, on est donc en 86-7. C'est les premiers ordinateurs. Enfin, ça existait depuis longtemps, mais vous voyez, ça a été fait avec un document assez primitif, enfin avec une technologie assez primitive de l'époque, avec la fameuse Still Writer, qui pixelisait. Et cela, ça a été un des premiers éléments très simples, 3 plateaux sur une scène, qui avait le mérite, en fait, très simple, de départager 3 scènes, c'est-à-dire
une scène de soliste, une scène du quatuor, il y a un petit quatuor, souvenez-vous, de chanteurs, et le chœur. Alors évidemment, ceci, c'est beaucoup, mais c'est tout à fait rien, car ça ne suffit pas. Donc, ici, on a travaillé à l'époque avec la personne qui s'occupait de ça, mon ami Gilles Grand, et qui du reste va participer dans une nouvelle production l'année prochaine à l'Opéra Comique, à une nouvelle production ici à Paris de Roméo et Juliette. On a ici une scène qui est beaucoup plus précise. Gilles m'avait fait à l'époque, vous voyez, Leçon de Mackintosh numéro 127, et qui avait le mérite en fait de préciser assez simplement les éléments sur lesquels se situait cette scène. Alors, ça peut paraître presque rien, mais c'était beaucoup pour moi, parce que en fait, c'est à partir de ces 3 étages de scène, extrêmement simples, presque primitifs, que s'est organisée finalement la profondeur de champ de l'opéra. C'est-à-dire que c'est là-dedans que j'ai entendu, je dirais, la perspective sonore et que j'ai pu exprimer par une représentation mentale ce qu'était l'écriture de ma partition. Ici, on a donc une découpe et donc une précision en fait très simple. Vous voyez là, on est en 88, on a l'orchestre, on a les solistes, on a le deuxième rangée de solistes et on a le chœur. Alors, ce dispositif très simple, en fait, était coordonné à une question très complexe qui sera résolue l'année prochaine, en fait, par les outils de l'IRCAM, parce qu'il n'existait pas tellement, il y a 20 ans, de possibilité d'éviter ce qu'on appelle le phénomène de feedback. C'est-à-dire que si vous mettez un micro devant un haut-parleur, en général, ça produit des interférences qui peuvent être extrêmement désagréables, voire même produire des accidents pour l'oreille très très graves. Et tout le principe de Roméo et Juliette dans le dispositif sonore, qui utilise beaucoup de micros pour les textes parlés, posait un problème très très complexe de positionnement de haut-parleurs. Alors là, à l'époque, Gilles Grand les avait placés en dessous. Ce n'est pas la solution qui a été retenue à la fin. Alors ça, c'est un autre document. Donc on retrouve les 3 plateaux, vous voyez, sauf qu'il existe maintenant des déplacements entre les zones de chanteurs. C'est-à-dire que quand j'écris ma partition, je positionne les chanteurs avec leur nom. Alors par exemple, ici vous avez Roméo 1, il y avait, souvenez-vous, 2 Roméo, il y a la Juliette 1, il y a le Quatuor, qui en fait était ici mais est venu là. On a un soliste instrumental, qui est un personnage, si j'oserais dire, muet, enfin j'allais dire une bêtise, au niveau il n'est pas muet au niveau du son signifiant, puisqu'il fait de la musique, mais en fait il ne dit rien, il ne fait que de la musique. Enfin il ne dit rien, oui. En quelque sorte il ne dit rien, oui. Ici, on a une autre station avec Roméo et Juliette 1, vous voyez, je les faisais tourner sur eux-mêmes. Ici, on a Bill, qui est la métaphore de Shakespeare dans Roméo. Ici, on a un autre texte, un autre plan dans lequel Bill fait un mouvement vers la gauche, vers la droite. Vous voyez, toutes choses très très simples et à chaque fois avec des numéros qui concernent les plans dans la partition. Ici, on a une autre scène, une scénographie. Donc, j'avais pas tellement. Les ordinateurs étaient assez. Enfin, le mien était assez basique. Donc, vous voyez, j'ai formulé les chœurs avec des lettres, et le quatuor avec des grosses lettres, etc. On retrouve les haut-parleurs que vous avez vus tout à l'heure. Ici, on a Roméo 1, Juliette 1, la clarinette, Bill. Alors, les haut-parleurs ont un petit peu changé de place. À la vérité, dans la production finale, les haut-parleurs étaient très très hauts. En fait, ils avaient gardé cette disposition, mais ils étaient sur des pylônes à 5, 6, 7 mètres de haut. Et on retrouve, vous voyez, premier espace, deuxième espace, troisième espace, comme je l'indiquais tout au début. Ici, encore une autre disposition de chanteurs. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que tout ça s'est fait pendant la création de la partition. C'est-à-dire que quand j'écris la musique, j'ai une quantité de documents comme ça. J'ai mon petit ordinateur à côté, je repère les parties, les numéros, les mesures, et je les fais se déplacer. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que j'écris la musique, j'invente un déplacement scénographique. Évidemment, l'avantage de cela, c'est que je peux arriver devant un metteur en scène avec l'idée apparente que je sais ce que je veux, au moins dans les déplacements. Mais aucun metteur en scène n'en a voulu.
Bah oui, parce qu'ils ont leurs idées, alors voilà. Et aujourd'hui, ça ne se passe plus comme ça. Ici, on retrouve donc des mouvements plus complexes. Vous voyez, les solistes sont en réserve, ça veut dire que ceux qui ne chantent pas sont réintégrés quand même dans la scène, etc. Il y a des petits mouvements de petites danses, et vous comprendrez, si j'ose dire, la justification de tout ça un peu plus tard, en particulier avec To Be Sung. Alors ici, je me suis sophistiqué dans les caractères, donc vous voyez, j'ai un chœur, ici j'ai... Ça, c'était les derniers, je vous donne quelques extraits parce que j'en ai beaucoup. Ici, on a Roméo qui fait un déplacement de cet espace-là à cet espace-là. La clarinette qui était là, mesure 67, arrive ici, mesure 76. La Juliette 1, donc symbolisée par ce délicat icône, et à mesure 185. Vous voyez, donc tout ça a été très précisé en général sur des pages en regard, que je ne vous montre pas. Ici, encore une autre fois, ici c'est la scénographie du numéro 2. On a le quatuor, le soleil, c'est les premiers mots qu'il chante. Donc ici, on a position de Juliette 1, mesure, etc. Donc vous avez compris, à chaque fois, ça va changer. Et quasiment comme ça, tout au long de la partition, le positionnement des chanteurs est coordonné en fonction de la partition sur une déclinaison de 3 espaces différents. Encore une fois, ici... Là, par exemple, c'est le scénographie numéro 4. J'indique que le chœur doit s'éloigner parce que quand on arrive, la pièce numéro 5, je crois, de Roméo et Juliette, est une pièce juste pour orchestre symphonique. Donc, j'explique tous les mouvements de la scène, comment ils doivent disparaître. Alors, ce qu'avaient du mal beaucoup à comprendre les metteurs en scène, c'est qu'en fait, par exemple, quand on écrit la musique, vous voyez, vous avez un orchestre dans la fosse. Et puis vous imaginez votre Juliette ici. Ça a des conséquences énormes au niveau de la composition musicale. Parce que si vous imaginez que l'orchestre est en fosse, qui est déjà un type d'écriture orchestrale très particulier, on n'écrit pas pour un orchestre de fosse comme on écrit pour un orchestre sur la scène. Il est évident que si vous avez votre soprano, donc qui va solliciter une zone de l'écoute très particulière de votre oreille, en tout cas dans son registre, et si vous l'entendez à gauche, c'est-à-dire qu'elle va être associée apparemment à une partie, à une géographie de l'orchestre très particulière, même si la géographie d'un orchestre sur scène n'est pas celle de la fosse. Hein. On ne retrouve pas la même organisation, je dirais, spatiale, hein, pour des raisons qui tiennent souvent à la place. Mais enfin, si vous l'entendez à gauche, c'est que quelque chose se crée dans l'espace, dans votre représentation de l'espace, à partir de la gauche, et s'il est à droite, etc., ça peut avoir aussi des conséquences très importantes. Et ça, c'est très difficile à expliquer aux metteurs en scène qui, en général, quand vous leur dites « Ah, j'aimerais bien que ce soit à gauche », paf, ils vous la mettent à droite. Donc maintenant, quand je la veux à gauche, ben, je dis « J'aimerais bien que ça rentre à droite ». Et j'exagère à peine. Hein. Je m'amuse, mais j'exagère à peine. Alors ici, j'ai dû penser à un moment que ça allait plus vite à la main. Donc on retrouve exactement... les numéros, les déplacements, comme ça, sauf qu'ils sont faits, évidemment, là, à la main avec des couleurs. C'est du reste plus joli, je trouve. Et vous voyez, ça se complexifie. En fait, ça, c'est la matrice des 9 numéros de Roméo et Juliette, avec les déplacements qui sont déclinés à chaque fois dans des documents annexes de façon beaucoup plus précise. Alors ça, c'est aussi un rêve, c'est dessiné sur une nappe de restaurant, ça. Et ça, vous voyez, c'est une scène, donc j'imaginais mon cœur avec des haut-parleurs, enfin je dessinais des puits de lumière, comme ça. Vous voyez, ici, on retrouve l'espace 1, le 2, le 3. Tout ça, ce sont des choses, vous voyez, qui sont du reste vers la fin de la partition, parce que je le vois à cause de la date, 23 juillet 88, j'ai terminé Je me suis un Roméo en août 88, donc c'est des choses qui servent à l'élaboration de la fin de la partition. Et ça, oui, ça c'est une chose que je vous livre par pur... c'est presque une taquinerie, mais c'est quand même sérieux, j'ai retrouvé ça m'a fait très plaisir, c'est un carton de bière, moi qui ne bois jamais de bière, sur lequel on a le thème de la pièce d'orchestre qui est le nœud théorique, si on peut dire, de la seconde partie de l'opéra Roméo et Juliette. Et alors j'ai dû griffonner ça assez mal,
Mais enfin, voilà, je l'ai retrouvé. Voilà. Ainsi, je m'étonne toujours que cette question de la représentation d'une œuvre, qu'elle soit opératique ou pas, hein, du reste, ne fasse pas l'objet d'un enseignement au conservatoire, un peu, non pas spécifique, mais disons décliné. À ma connaissance, il n'y a rien de tel. Les jeunes compositeurs sont, me semble-t-il, lâchés dans la nature, pétris de doutes, mais aussi de quelques convictions, en général plutôt afférentes à l'utilisation de la technologie, mais guère plus. Si j'accepte les exceptions, naturellement, cela donne en général des compositeurs assez peu ouverts ou connaisseurs au monde du théâtre et du monde, tout simplement, ou alors convaincus par leur propre conviction sur la question du théâtre et de l'opéra, c'est-à-dire, mais le théâtre, comme je l'ai entendu récemment, c'est le théâtre, et l'opéra, c'est comme ça. J'exagère à peine. Or, lorsqu'on fait ce métier, c'est-à-dire lorsqu'on s'intéresse à cette question de l'opéra, seul le théâtre, au-delà même de ses propres misères et contradictions, donne un accès politique au monde. J'emploie ce mot un peu dangereux entre les deux tours des élections, mais plutôt sur sa définition grecque, je veux dire, qui concerne le politis, c'est-à-dire la relation du citoyen à sa cité. Alors, justement, le monde, parlons-en. Après Roméo, j'avais une petite fatigue de l'opéra. En effet, la création de Roméo et Juliette avait été, pour reprendre la première phrase chantée dans Roméo, donc le texte d'Olivier, une aventure extraordinaire, une extraordinaire aventure. Mais j'avais été aussi extrêmement fatigué par les débats qui avaient agité quelques professionnels de la profession. Non pas que Roméo n'eut pas de succès, bien au contraire, mais il m'apparaissait que le milieu musical réagissait avec une certaine pesanteur ou inaptitude à considérer les concepts, dans l'état où ils étaient, sans doute, dont cette partition usait. Il faut dire que cette création avait été une véritable petite bataille, assez gaie, dois-je préciser, mais que les moyens de sa production étaient du genre plutôt bricolés, même si de très grandes institutions s'étaient alliées entre elles pour créer cette production. J'ai expliqué lors de ce dernier cours que j'avais été même obligé de fonder un groupement d'intérêt économique parce qu'il y avait tellement de coproducteurs qui ne voulaient pas parler entre eux qu'il avait été nécessaire d'inventer une solution économique pure pour allier les fonds entre eux et les dynamiser au bénéfice de l'ensemble. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je n'étais pas confronté à la qualité à laquelle je suis confronté aujourd'hui. Ainsi, toute entreprise nouvelle me semblait vaine. C'était pour moi comme si l'histoire reculait. Les professionnels semblaient remettre en question, qui semblait remettre en question et proposer une histoire nouvelle de l'opéra comme Berio, Stockhausen ou Ligeti. Et puis les nostalgiques de l'avant-garde, toujours organisés militairement, qui m'accusaient de dilapider l'héritage des années 60, dont le contrôle théorique leur filait entre les doigts comme du sable. Et là-dessus vint la commande de la monnaie de Bruxelles. Alors, elle intervient assez vite après Roméo, en disons au tout début des années 90, 91. Et c'est une histoire qui m'est assez agréable à raconter, puisque Bernard Foucroul, qui venait d'être nommé le nouveau directeur de ce très très beau théâtre belge, magnifique institution qui était alors dirigée par M. Mortier, actuellement directeur de l'Opéra Bastille, préparer les saisons à venir. Il me demande une partition pour servir de prologue à Didon aîné. Donc l'idée était de créer une petite pièce de 15-20 minutes qui servirait de complément à Didon, puisque l'on sait que Didon est un opéra en fait très court dans la version que nous en avons, à peu près 45 minutes, et que c'est toujours un problème de présenter cette œuvre parce qu'elle est trop courte. Alors j'ai refusé. J'ai dit, voilà, l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire des hommes,
comment je vais faire? Impossible. Puis je n'avais pas de projet pour ça, c'était assez émouvant parce que j'aimais beaucoup, et je l'aime toujours beaucoup, Bernard Foucault, mais je ne voyais pas comment faire. Et là-dessus, un an après, il est revenu, et là, je ne sais pour quelle raison, tout s'est déclenché, c'est-à-dire que la question de la nécessité de cet investissement de travail-là ne se posait plus. C'est-à-dire, oui, c'était ça, oui, il fallait le faire. Tout d'abord, l'idée n'était plus de faire un prologue, mais de faire un autre opéra, c'est-à-dire de le mettre à côté de Didon Aîné, ce qui était une, évidemment, aventure extraordinaire, c'est le cas de le dire, mais enfin proposer non pas une relecture, mais qu'est-ce qu'on met en face d'une œuvre comme ça lorsqu'on est un compositeur pas encore mort. Et donc, ça a été un challenge assez merveilleux. Et il y avait aussi d'autres contraintes assez spectaculaires qui étaient produites par le fait que, suivant, Didon Aîné était fait par la Chapelle Royale de Philippe Hervègue, le grand Philippe Hervègue et son collégium et son orchestre. Et par hasard assez étonnant, il n'y avait pas d'orchestre à la Monnaie parce que j'utilisais moi-même cet orchestre pour un grand projet qui s'appelait la Mélancolia, exactement dans la même période. Donc on s'est demandé, mais quel orchestre on va prendre? Et moi j'ai dit, mais il y a un orchestre là, il y a un orchestre baroque, pourquoi pas utiliser cet orchestre-là? Et tout le monde a été assez étonné de ma proposition. Je dis, ben voilà une magnifique contrainte, comment un compositeur d'aujourd'hui peut attaquer, si je puis dire, la question de l'écriture pour un orchestre de ce type qui est pensé pour la restitution des œuvres du passé. Alors, je reviendrai sur cette question. Et Philippe Hervègue a immédiatement accepté, et Médéa, mon opéra, a été écrit pour un orchestre baroque accordé à 415 Hz, qui peut poser des problèmes d'oreille quelquefois assez importants. Mais enfin, on y viendra. Donc, en quelque sorte, Médéa, de quoi s'agissait-il? C'était pour moi comme une sorte de retour à la littérature, puisque j'ai choisi assez vite, grâce au brainstorming qui a eu lieu au sein de l'équipe, un texte de Heiner Müller qui s'appelle Médéa Material, qui s'appelle Médé Matériaux, qui est un très court texte très très fort, et qui avait l'avantage de poser comme un parallélisme en fait à l'histoire de Didon. C'est-à-dire qu'en fait, si j'ose dire, Didon est une femme, on va dire, abandonnée par son mari pour des questions de gestion de territoire politique. Hein. Et Médéa, après tout, est une histoire qui relève, donc, en tout cas dans les faits, c'est également une femme abandonnée par un mari qu'on vole ailleurs pour des questions d'intérêt, je dirais, de territoire. Alors, évidemment, Médéa n'a pas été écrit pour être systématiquement associé à Didon Aîné. Je pourrais dire que Didon a été le ferment de Médéa, mais en aucun cas il n'en a été le moteur. En fait, la proximité entre ces deux œuvres existe aujourd'hui grâce à leur format, puisqu'il s'agit de la même instrumentation, et éventuellement grâce à la mythologie. Mais rien ne m'obligeait en 1991 à adopter ce dispositif baroque, je l'ai dit. C'est un choix que j'ai retenu donc pour des questions pratiques de production, mais surtout parce qu'il existait un véritable challenge technique à écrire pour une formation baroque. Il faut bien relever qu'une fois ce choix opéré, Médéa, naturellement, de fait, renvoie à une forme opératique du XVIIe ou XVIIIe siècle. C'est inévitable. Mais au fond, pas plus que lorsqu'on écrit pour un quatuor à cordes. Chaque forme instrumentale, ainsi, renvoie, reprojette, au fond, à une mémoire récurrente, on pourrait dire presque endémique. Ainsi, ayant fait le choix du dispositif baroque, de ce dispositif baroque-là, l'identification de mon projet avec Didon était inévitable. Il faut dire que cela tombait bien, c'était le projet. J'ai donc dirigé ma recherche vers un texte qui soit contemporain, en tout cas du XXe siècle. Heiner Müller était très présent sur les scènes françaises. Sa relecture, sa réécriture de certains mythes me semblait parfaitement adaptée à l'expression d'un monde qui ne cessait pas de nous assaillir de toutes parts. Il est évident qu'au début des années 90, on est dans
on est dans le drame bosniaque, qui était, au fond, si je puis dire, une magnifique métaphore de Médée. Hein. C'est-à-dire, il y avait quelque chose là qui avait à voir avec le même événement, enfin, quelqu'un qui assassine ses enfants pour empêcher, enfin, etc. Vous voyez, donc c'était assez amusant, si je puis dire. Et le texte de Heiner Müller est fait aussi comme ça, il faut bien le comprendre. Il était donc clair que Heiner Müller présentait le mythe de Médée sous un aspect cruellement contemporain. En ce sens, comme vous le savez, cela n'a pas beaucoup changé depuis. Ainsi, Médée devint pour moi une figure métaphorique, codée certes, mais complexe et parfaitement inscrite dans le réel, si on peut dire, de ce monde-là. Par la même occasion, elle devenait aussi un pendant presque symétrique à Didon, et comme je l'ai dit tout à l'heure, comme Médée, une femme abandonnée pour des questions de politique et d'amour. Ajoutons que la langue allemande me semblait tout à fait adaptée au caractère expressionniste de cette tragédie, et c'est la raison pour laquelle, évidemment, je n'ai pas utilisé de traduction française. Comme je le fais toujours dans mes opéras, j'utilise les textes dans leur essence même. Mais prenons un peu de temps sur Heiner Müller. Qui est donc Heiner Müller ? Heiner Müller, on l'aura compris, est un écrivain allemand extrêmement important, donc on pourrait dire que l'œuvre s'est construite sur les ruines de l'après-guerre. En effet, la totalité des textes et pièces d'Heiner Müller s'est constituée par fragments, restes ou reliefs de l'histoire. Son œuvre, une vingtaine de pièces, oppose l'homme mesuré et confronté à la mort à travers des métaphores puisées à la guerre, à la maladie et également à l'érotisme. Berlinois de l'Est, il a toujours travaillé librement à l'Ouest. Son œuvre est bâtie sur cette dualité. Ses premiers textes visent à une représentation critique des réalités économiques et sociales de l'Allemagne de l'Est. Toute son écriture est largement traversée par l'histoire contemporaine et l'imaginaire de son pays. Toutefois, la majorité de sa production s'émancipe de ce contexte est-allemand en convoquant Homère, Sophocle, Shakespeare, Laclos, Nietzsche pour interroger notre modernité. Ses rapports avec les textes anciens sont alors envisagés comme un dialogue avec les morts. Les réécritures qu'il propose ramènent le passé dans le présent, reconnectent des circuits interrompus et méditent sur les enjeux vivants qui les agitent de façon à réactiver les possibilités encore en attente de ces textes. Ni adaptation, ni version contemporaine des mythes, ni parabole s'entendent. Ces pièces comme Oedipe, Philoctète, je ne vais pas toutes les citer, Horace, Héraclès, ces pièces s'entendent plutôt comme des dérives nouvelles à partir de très vieilles histoires connues de tous. Certains qui ont assisté à mes cours depuis le début auront reconnu certains mots comme dérive, passé dans le présent, reconnexion, circuit interrompu, et pourquoi pas aussi méditation sur les enjeux. Il est vrai que la question purement littéraire de Heiner Müller est aussi facilement, je dirais, recomposable avec des questions très très formelles de construction musicale. C'est en tout cas en ce sens que Heiner Müller m'a également intéressé, et pas uniquement sur des questions, je dirais, de dire poétique ou politique. Il y a aussi derrière tout ça des formes très, très complexes, très abstraites de construction. Mais voilà, revenons à Médéa. L'histoire de Médéa est donc une très vieille histoire connue de tous. Médéa, c'est cette femme, l'ancien monde archaïque et pétri de rites qui tue ses enfants parce qu'elle n'a plus d'autre choix devant l'abandon de son mari Jason, qui pourrait être également une métaphore du monde moderne. À ce sujet, je vous conseille, et je passerai peut-être la semaine prochaine un extrait de ce film que j'adore par-dessus tout, mais certains le connaissent, pardon, le Médée de Pasolini, où cette dualité entre l'archaïque et le moderne, vous voyez, problème moderne,
voilà, est parfaitement exprimé. C'est un pur chef-d'œuvre, ce film, et qui plus est, joué par Maria Callas, qui en plus ne chante pas. Non, je le dis, oui, elle est merveilleuse actrice. Une passion pour la Callas chanteuse, mais je dois dire que dans ce film, elle fait peut-être plus encore que chanter. Nous sommes en plein, donc, avec cette œuvre, je l'ai dit souvent, dans le politique. En ce sens, et je le redis, c'est une histoire malheureusement moderne. Mais si construire un opéra avec un tel texte n'est pas un projet innocent, il n'empêche qu'il convient de n'en pas rester orthodoxe pour autant. Nous allons revenir à la scène progressivement. Heiner Müller a suscité chez bien des metteurs en scène une esthétique de la dérive, du déchet et de la perte qui est devenue, on le sait, un académisme à présent. Il était nécessaire de l'oublier d'emblée. Lorsque j'ai commencé Médéah, au début des années 90, Müller était encore la proie d'une lecture unique, excepté celle qu'en délivrait Bob Wilson, ce qui réjouissait Heiner Müller, parce qu'il adorait que l'on s'empare de ses textes avec la plus extrême liberté. Alors je vais vous montrer quelques documents qui ont été, en fait, qui sont des documents de production assez simples. Alors Médéah a connu beaucoup de mises en scène, j'ai eu ce privilège, j'en ai eu de très extrêmement différentes, et je vais vous en montrer simplement deux, les deux, trois les plus récentes. Ici on a une mise en scène de André Wilms qui était très belle, très particulière, très abstraite, qui ne jouait absolument aucun réalisme, et donc avec une projection de Médéah actrice. Enfin, il y avait comme un double entre le chant et l'acteur. On a à droite le personnage de Jason. Ici, on a la fantastique Chantal Perrault, qui est une soprano que j'avais engagée pour cette production, qui était dirigée par Laurence Equilbet et son chœur Accentus, et qui est une jeune femme que j'ai engagée pour mon opéra Perella aussi à l'Opéra Bastille, une soprano très aiguë avec un caractère extraordinaire. Ici, on la voit avec la nourrice, qui est au début un personnage purement muet. Ici, à nouveau, Chantal, qui faisait une performance assez exceptionnelle parce que c'est une partition très difficile, c'est un grand monologue d'1 heure. Ici, on a un très bel effet de scène, de transparence, parce qu'on a l'impression, c'est au moment de la colchide, quand Médée donne la robe empoisonnée qui s'enflamme sur le corps de la femme que son mari va épouser. Ici, on a quelques vues, évidemment un peu floues, mais c'est aussi joli pour ça, qui vous donne un peu une perspective de cette scène. Alors, pourquoi je vous montre ça? C'est parce que, au fond, on est assez éloigné de Roméo et Juliette, et puis en même temps, on retrouve, cette production avait fait l'objet de très grandes discussions avec André Wilms, qui a fait, c'était très agréable en plus avec ce metteur en scène, qui est aussi un très grand acteur, parce qu'il était très proche de la musique, il l'écoutait vraiment. Médéah aussi pose des questions très particulières au sens de la représentation du son, parce qu'il y a des petites choses préamplifiées qui doivent être très délicatement modulées dans la salle. Et donc, les problèmes que vous avez vus tout à l'heure dans la question du positionnement des chanteurs, on le retrouve en plus petit dans Médéah, puisque Médéah est un opéra où, au fond, il n'y a qu'une soprano solo, c'est le grand monologue de la soprano, 4 solistes qui, en fait, sont une émanation, si j'ose dire, schizophrénique de Médéah quand elle perd ses enfants, quand elle s'apprête à ce crime sans nom, qui est de tuer ses enfants. Elle se divise, c'est le problème c'est la question de la schise, elle se divise en 4 femmes différentes, en tout cas 4 voix, et sa langue est éclatée comme ça, à la vérité en 5, puisque évidemment 4 plus 1. Voilà.
Ici, on a une autre production plus récente, avec Piacomsi, une production d'Antoine Gide qui a été faite, qui a tourné, qui va aussi beaucoup tourner l'année prochaine. Là, on est, je ne sais pas où, je pense qu'on est à Porto, peut-être. Et avec une soprano finlandaise d'un genre complètement différent, Piacomsi, très particulière aussi, enfin, une personnalité assez incroyable, des aigus fantastiques. Donc, dans un dispositif scénique complètement différent, puisque là, la solution qui a été retenue, j'étais bien loin de l'avoir pensée moi-même. Tout simplement, vous allez le voir, l'orchestre est derrière, la scène est devant. Hein. On a un clavecin ici, on a une espèce de bestiole là, et on a l'orchestre, vous voyez, on a le chef, et on a les 4 solistes dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont ici par le jeu des ombres extrêmement agrandis. Hein. Là, on a une autre scène, mais vous sentez toujours que l'orchestre est derrière. Ici, on a la jeune fille donc, qui épouse Jason, pour qui les choses vont très mal tourner. Là, évidemment, on a une photo un peu chromo parce que le jeu des lumières n'ont pas dû avantager l'objectif. Et ici, c'est la fin en particulier la fin de l'opéra, où la scène entre la soprano et l'orchestre est ouverte. Alors là, on a la scène quasiment finale. Elle va se retourner et elle chante même de dos par rapport au public, hein, ce qui était vraiment quelque chose que je n'avais pas du tout prévu. Mais enfin, pourquoi je vous montre cette production? C'est parce que, même ma foi, ça marche. Donc là, on est dans une configuration totalement différente, dans la mesure où ce que j'aurais pu considérer comme une hérésie purement acoustique fonctionne très très bien. Et on se retrouve presque dans une dimension symphonique normale, mais ça pose des problèmes d'adaptation. Là, vous voyez, le chœur est derrière l'orchestre. Donc on n'est pas à Porto en fait, parce qu'à Porto, je me souviens, à la Casa da Musica, le chœur était carrément tout en haut, parce que le mur était très vertical derrière. Chaque fois que cette production s'est déplacée, il a fallu réorganiser totalement l'architecture. Là, on a une photo, etc. Et là, pour finir sur Médéa, et avant qu'on puisse écouter un peu de musique, hein, tu peux venir Thierry, je vais vous montrer. Ah oui, il faut quand même. Tu peux copier là, hein. Attends, je peux me montrer en même temps? Non, pas vraiment, mais vas-y, finis. Oui. Là, c'est actuellement des. Je vais vous montrer ça parce que c'est quelque chose qui est en ce moment en cours, c'est en répétition, c'est photos en quelques jours. C'est Sacha Valls, la grande chorégraphe Sacha Valls, qui fait une nouvelle production de mon opéra au Staatsoper à Berlin et au Grand Théâtre du Luxembourg et dans d'autres lieux. Et elle m'a envoyé ces photos il y a quelques jours. Moi, je n'ai assisté qu'à une répétition il y a un mois. Enfin, je suis passé, j'ai répété avec l'orchestre et je suis reparti. Et donc là, on a quelques vues de danseurs qui sont très belles et très énigmatiques pour moi également, puisque je ne sais pas du tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais bon, en tout cas, ça a l'air compliqué. Hein. Mais non, j'ai vu une petite répétition il y a quelques semaines à Berlin. Je vous montre ça assez vite, voilà. Et la chanteuse, qu'on ne voit pas là, va évoluer à l'intérieur de tous ces danseurs. Et elle m'a envoyé un mail ce matin, elle est très heureuse, très contente. Et Caroline Stein, une autre chanteuse, qui a d'ailleurs fait une autre production de Médéa à l'Opéra de Lausanne il y a quelques années. Donc vous voyez ces photos. Et ce que vous voyez derrière, ce n'est pas du tout le décor. C'est tout simplement que je crois qu'ils ils ont l'air de répéter dans un musée. Je ne sais pas où ils sont. En tout cas, ils sont à Berlin.